Bonjour, je m'appelle Stéphane Bourdoiseau, je suis producteur de musique depuis une vingtaine d'années, à peu près maintenant. J'ai fondé une société qui s'appelle Vagram Music et qui travaille avec environ une centaine d'artistes en ce moment, parmi lesquels, pour ceux que vous pourriez connaître à peu près tous, Philippe Catherine, Mathieu Chédid ou Aurel San. Alors, Vagram, c'est une société qui travaille avec environ 150 personnes, qui est présente à Paris, à Berlin, à Los Angeles, et qui fait de l'édition musicale, donc qui travaille avec des auteurs et des compositeurs pour faire des chansons, qui fait de la production musicale, qui enregistre ses chansons avec des interprètes, qui fait du spectacle vivant, donc des concerts, qui fait maintenant un peu de production audiovisuelle, de l'édition livre, mais tout ça à destination des artistes de musique. Je vous parlerai de ce positionnement spécifique tout à l'heure. Alors, je demandais récemment à ma fille puis à mon fils, 20 ans, 21 ans, bientôt 18 ans, parmi tous les abonnements que vous avez à disposition, qu'on a à disposition, on a un peu de musique, on a Deezer, on a Netflix, OCS, Amazon Prime, par différents biais, vous connaissez tout ça. Si parmi tous ces abonnements, vous deviez n'en garder qu'un, lequel vous prendriez? Et là, j'ai une réponse quasi immédiate, alors ils ont 20 ans à peu près, hein, c'est Deezer, on garde Deezer. Oui, mais attends, Deezer, il y a des formules gratuites avec de la publicité. Il y a Deezer, puis il y a YouTube aussi. Hein. On peut avoir accès à de la musique avec de la publicité. C'est un peu emmerdant, mais c'est quand même avoir accès à la musique. Tu peux aller sur du modèle gratuit et, grâce à ça, conserver un abonnement payant audiovisuel, par exemple. Netflix. Papa, Deezer. Deezer. Deezer, les plateformes de streaming musical, elles sont ultra puissantes. C'est un modèle ultra puissant. C'est le anything, anywhere, anytime. Tout, tout le temps, partout. Avec un modèle qui est quand même assez spécifique, qui est que pour avoir un modèle pertinent pour le consommateur, les plateformes de musique, elles ont besoin de l'exhaustivité des catalogues. Il y a eu des tentatives de catalogues partiels, mais ça n'a jamais marché, ça n'a jamais pris. La musique, c'est l'exhaustivité des catalogues, donc ça veut dire qu'en gros, quand on a un abonnement de musique, on a tout. C'est le anything. Je cherche mon téléphone. Évidemment, grâce au téléphone, c'est le anywhere, anytime. Donc c'est ultra puissant. Alors, grâce à cette puissance, le marché de la musique, c'est ce dont je vais vous parler essentiellement ce matin, mais je vais un peu le comparer avec d'autres verticales, parce que c'est assez intéressant. Moi, je commence à aller dans d'autres verticales pour les besoins de développement de mes artistes et de mes projets. Les comparaisons sont assez intéressantes, parce que les modèles, finalement, se nourrissent des mêmes innovations, se construisent dans les mêmes logiques sur l'artistique et la production, mais souvent ne rencontrent pas, en tout cas pas tout le temps, et pas à ce stade, les mêmes modèles économiques. Donc c'est assez intéressant de regarder le monde de la musique, en tout cas c'est ce que je vais essayer de vous évoquer ce matin, et de les comparer aux autres. Donc l'offre d'abonnement du streaming, elle est ultra puissante et elle va développer le monde de la musique et le marché de la musique dans des proportions considérables. Je vais un peu rester sur ce proportion considérable. Les plateformes de streaming, elles sont en train de pénétrer des marchés qui, hier, n'étaient pas monétisés parce que le monde du physique ne permettait pas de les monétiser. Il y avait du piratage, etc. On a beaucoup de marchés, notamment en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud, qui étaient difficilement monétisés par le monde du physique, qui le sont complètement par le monde du digital et par les plateformes de streaming. Les croissances sont phénoménales. Le produit est tellement fort que les plateformes commencent, c'est assez vrai aussi dans l'audiovisuel, mais dans la musique c'est assez clair, commencent à augmenter le prix des abonnements. Donc on a un marché qui explose dans sa géographie, on a un produit qui est fort, qui commence à développer ce qu'on appelle l'ARPU, en augmentant les prix, l'average rate per user, et qui fait donc évidemment des croissances monétaires phénoménales. Le marché du streaming payant, c'est déjà 500 millions de personnes dans le monde. Le marché de l'audiovisuel payant,
c'est 1,2 milliard de personnes dans le monde. YouTube, c'est 3 milliards de personnes dans le monde. Et TikTok, qui a quelques années, à peine, c'est déjà un peu plus d'1 milliard, je crois, d'utilisateurs dans le monde. Ce sont des ordres de grandeur pour montrer à quel point ces plateformes sont en train de révolutionner et de faire croître de façon considérable la musique et la place de la musique dans la vie des gens, dans la vie de tous les jours. Alors, derrière ça, on peut aller un peu dans les niveaux de croissance. On a des niveaux de croissance qui sont dingues. Le marché global de la musique, alors on prend tout ce qui est musique enregistrée, y compris le support, qui est encore quelque chose qui descend, évidemment, même s'il y a une résurgence du vinyle. Les marchés de la musique sont en croissance depuis 6 ans maintenant, musique enregistrée. Croissance depuis 6 ans, en 2020, c'était encore plus 6%. Mais quand on prend les chiffres du 3e trimestre de cette année, on a des plateformes qui font plus 25, plus 30%. On a des opérateurs dans la musique enregistrée qui font plus, alors je crois que j'avais pris quelques notes, Universal c'est plus 24% au 3e trimestre, Sony Music plus 45%, Warner plus 22%. Ce sont des croissances à 2 chiffres depuis plusieurs années et probablement encore pour pas mal d'années. On a le rapport 2021 de Goldman Sachs qui dit que sur la musique enregistrée, on va passer base 2017 de 30 milliards de dollars à 2030, 80 milliards de dollars, donc une croissance phénoménale. Et ce même rapport, lorsqu'il ne prend pas que la musique enregistrée, mais l'ensemble de la musique, avec le spectacle vivant et l'édition musicale, fait passer de 70, je crois, milliards de dollars en 2017 à 131 milliards de dollars. Donc c'est phénoménal. La musique, ça cartonne en fait. La musique, ça cartonne. Ça cartonne, ça veut dire que derrière, évidemment, tout le monde regarde ça, les investisseurs, les financiers, et donc les opérateurs qui sont dans la musique, qui ont quelque chose à apporter dans cette chaîne de valeur qu'est la musique, de l'artiste jusqu'à la plateforme, tous ceux qui ont une capacité à s'insérer dans cette perspective voient leur valorisation exploser. Donc on a des valorisations, j'ai aussi noté quelques chiffres comme ça, qui sont où déjà je ne me souviens plus. C'est la page d'avant, la page d'après. Voilà. Spotify fait 50 milliards de dollars d'euros de valorisation. Il y a 3 ans, c'était 25, donc x2 en 3 ans. Universal fait 45 milliards. Il y a 8 ans, c'était 6 milliards. Fois je ne sais pas combien, donc. Warner, c'est 22 milliards maintenant, 14 milliards l'année dernière. Des fonds financiers, plus ou moins SPAC, se constituent pour acheter des IP de la musique, que ce soit de l'édition, que ce soit des droits d'auteurs, de compositeurs, les droits master, les droits d'artistes, et rachètent des catalogues, parce que, évidemment, les IP auront une valeur importante dans cette chaîne de valeur. On a des jolies sociétés, licornes françaises, comme Believe, qui va faire une présentation, je crois, cet après-midi, qui se sont introduits en bourse en juin et qui atteignent 2 milliards de dollars de valorisation, 2 milliards d'euros, pardon. Des startups qui arrivent à apporter dans cette chaîne de valeur une valeur ajoutée intéressante et qui arrivent à lever des fonds. C'est assez facile d'obtenir de l'argent pour investir dans ces perspectives qui sont assez excitantes, évidemment. Alors, une fois qu'on a dit que la musique allait exploser dans tous les sens, qu'il y avait une chaîne de valeur à regarder, dans cette chaîne de valeur, qui va gagner quoi? Comment ça peut se passer? J'ai quelques éléments de réponse. D'ailleurs, j'ai de temps en temps quelques éléments de réponse, mais je conserve énormément de questions à laquelle je n'ai pas de réponse. Je viens ici d'ailleurs pour profiter des connaissances des uns et des autres. Ce matin, il y avait une personne qui parlait des plateformes asiatiques. J'ai trouvé ça passionnant. Donc j'ai beaucoup de questions, beaucoup d'approximations aussi, d'interrogations. Mais ce que je comprends du monde de la musique dans lequel je travaille à ce stade, c'est que d'abord, il y a le rapport entre le producteur et le diffuseur. Alors, dans la musique, je vous disais tout à l'heure qu'il y a l'exhaustivité des répertoires qui sont nécessaires pour une plateforme de streaming, ce qui n'est pas le cas dans l'audiovisuel. Dans l'audiovisuel, on est sur de l'exclusivité, du catalogue partiel, on fait une offre, et finalement, chez nous, on ne va pas avoir... Dans ma petite famille, avec mes enfants et ma femme,
On ne va pas avoir 3 formules d'abonnement de streaming musical, ça ne sert à rien, il y a tous les catalogues dans chacun. Mais par contre, on va avoir 3 ou 4 abonnements audiovisuels. Cette particularité, elle fait que les plateformes de musique ne sont pas en capacité de négocier de façon extrêmement significative le partage de la valeur avec les ayants droit. J'ai besoin de tous les catalogues. Donc, à un moment donné, s'il y a un catalogue qui ne vient pas, je ne peux pas faire mon produit. Donc, dans ma capacité à négocier, c'est assez difficile. Ça veut dire que le partage de la valeur entre le producteur et le diffuseur va se faire au plus près du coût réel de la plateforme. La plateforme qui investit dans de la techno, mais la diffusion-distribution est assez peu coûteuse. Elle investit dans du déploiement international, elle investit dans l'éditorial, des plateformes éditoriales, enfin des playlists éditoriales et autres types d'outils. Mais le partage de la valeur, c'est quand même 70% pour les ayants droit. Donc, c'est une économie de coût variable. À chaque fois qu'une plateforme de streaming musical vend un abonnement à 10 €, 10 $ par mois, 70% de cette valeur retourne chez les ayants droit. 30% pour la plateforme. Dans l'audiovisuel, s'il fallait faire un comparatif, on est plutôt dans une économie de coût fixe. L'économie de coût fixe, c'est en gros, je dépense 12 milliards de dollars ou 15 milliards de dollars pour créer des programmes, des originals par exemple, et derrière, chaque abonnement supplémentaire, ça va payer d'abord mes investissements dans les programmes, mais derrière, ça va faire mon profit directement. Donc, c'est une différence assez fondamentale. Content is king dans le monde de la musique. Dans le streaming musical, content is king. Donc, ça veut dire que quand on est dans la chaîne de valeur de la production et du développement de contenu, on est quand même assez bien positionné. Mais derrière, le numérique a disrupté beaucoup de choses, elle a fait tomber beaucoup de barrières à l'entrée, et donc ça veut dire qu'il y a une profusion d'artistes qui peuvent faire par eux-mêmes, do it yourself, qui peuvent faire par eux-mêmes énormément de choses, produire, s'auto-promouvoir par les réseaux sociaux, Facebook, enfin toujours aujourd'hui, Facebook, Instagram, TikTok et autres. Et donc, à partir de ce moment-là, une capacité qu'a l'artiste à récupérer la création de valeur est assez forte. La question sera de savoir, dans ce monde-là, est-ce que le nombre d'artistes, la profusion d'artistes, va permettre à tous les artistes d'obtenir une captation de la création de valeur significative et d'exister tout simplement? Est-ce qu'il y aura un phénomène de concentration significatif? Oui, non, c'est une question. 2 possibilités, je vais aller très vite, j'en ai pour 1 minute, 2 possibilités en face de ce monde. Soit on se positionne justement pour ces millions d'artistes qui ont cette capacité à proposer leur contenu, et à ce moment-là, on va faire des techniques on va rentrer dans les modèles de distribution, d'agrégation numérique, de mise en relation entre les artistes et, par exemple, une plateforme d'influenceurs pour pouvoir développer les contenus. Donc là, on va être sur de la techno, de l'innovation et de la masse pour pouvoir promouvoir ou offrir des outils à une multitude de personnes, ou alors, d'artistes, ou alors, on va se dire, ben non, tout ça, il va y avoir un monde très, très concentré, et donc on va créer énormément de valeur pour un certain nombre de projets restreints, et on va essayer d'aller sur le haut de la pyramide pour pouvoir profiter à plein de cette répartition de la création de valeur qui est très favorable au monde de la musique aujourd'hui. Voilà, c'est à peu près le positionnement que nous, on a. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon après-midi.